avec qui la conversation a tourné court. Allô? Oui, bonjour madame, je voudrais parler à Robert Servan, s'il vous plaît. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Bon, ne m'inquiétez pas. Est-ce que vous confirmez que pour les Argentins, les militaires argentins, l'influence des Français a été très importante? Oui, non, écoutez, je vous remercie. J'aurais très gentil de me téléphoner, mais je ne peux pas rien vous dire au téléphone. Je ne comprends pas très bien ce que vous me dites. J'ai des ennuis avec mes oreilles. Vous savez, ça fait un moment que j'ai quitté l'Argentine. Ah oui, je sais. Oui, je sais. Vous étiez, vous? Je connaissais l'ami Bignon. Oui, tout à fait. Vous l'avez lu, son livre? Où il parle de vous? Oui. Voilà, donc il ne parle pas beaucoup, hein. Il raconte de... À cette époque, il était déjà un spécialiste de la guerre antisubversive? Robert Servan. Robert? Oui, bien sûr. Il donnait des cours? Oui, principalement à l'école de guerre. Sinon, il se déplaçait quand l'état-major de l'armée lui demandait une consultation. On le faisait travailler, c'est pour ça qu'il était là. On ne payait pas à ne rien faire. Quant à Michel Lénoré, l'adjoint du colonel Servan, il nie tout en bloc. Écoutez, madame, il y a déjà pas mal de gens qui tournent autour de cette histoire. Hein. J'irais pouvoir employer des mots dont on n'a peut-être plus tellement l'usage à l'heure actuelle, mais c'est notre honneur, quelquefois, que l'on met en doute. Je comprends. Et c'est notre honneur que l'on met en cause. Oui, je comprends. Si vous êtes là pour faire un bouquin sur la guerre subversive, en Argentine en particulier, je peux vous dire que pour ce qui est de la mission française en Argentine, entre l'époque où j'étais, c'est-à-dire 75 et 77, vous perdez votre temps. Parce qu'on n'a strictement rien eu à voir avec la chose. Écoutez, moi j'ai tous les documents du chat, je peux vous dire, tous les rapports de l'activité de la mission, envoyés par le colonel Jean-Claude Le Guen à son ministère de tutelle, sur les conférences qui sont faites sur la campagne d'Indochine et d'Algérie, avec des questions posées par les élèves pendant 3 heures, j'ai tout ça. Malheureusement, comme je vous disais, c'est pas mauvaise volonté de ma part, mais je n'ai vraiment rien à vous raconter sur la chose. D'accord. Bon. Voilà, madame. Je vous remercie, monsieur. L'influence des Français pendant la dictature est pourtant confirmée par 2 témoins de premier rang. Le général Arguindegui, ministre de l'Intérieur, et le général Diaz Bessone, ministre de l'Équipement. Chef du 2e corps d'armée, Diaz Bessone était responsable des camps de concentration du nord-est de l'Argentine. Aujourd'hui, le juge espagnol Garzón a demandé son extradition. Quant au général Arguindegui, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'avoir dirigé la disparition et l'extorsion de dizaines de victimes. Pour l'heure, les 2 généraux sont à l'abri dans leur pays grâce à une loi d'amnistie. C'est la première fois qu'ils parlent devant une caméra des méthodes de la dictature argentine et de l'influence des Français. La première arme, le premier outil pour lutter contre une agression révolutionnaire, subversive ou de type guérilla, c'est d'avoir un bon appareil de renseignement. Ce fut l'un des enseignements les plus importants que nous ont transmis les Français de leur expérience en Algérie. Oui, nous avons tout appris des Français. Ici, le renseignement avait toujours eu de l'importance. Il s'agissait de connaître les positions des troupes d'un ennemi extérieur, avec drapeau et uniforme. Mais rien à voir avec un ennemi terroriste, subversif, qui est caché et disséminé dans la population. Ils sont partout. Ça peut être quelqu'un qui tient un commerce, ou qui prend des cours à l'université ou au lycée. Ça peut être un professeur, un médecin, un avocat, un ingénieur ou un ouvrier. Et la technique du quadrillage, ça aussi c'est un enseignement des Français? Bien sûr, la division du territoire en zones, sous-zones, c'est typiquement la doctrine française. Et la création de commandos spéciaux, comme en Algérie, qu'on peut appeler des escadrons de la mort. Et si ça a été différent?
Disons des commandos qui entraient dans les maisons. En fait, nous avons opté pour une autre méthode. Il n'y avait pas de force spéciale pour ça, car toute l'armée a fait des opérations de ce type. Dans chaque zone, sous-zone, les unités militaires responsables entraient dans les maisons, arrêtaient puis conduisaient les prisonniers au centre d'interrogatoire. Toute l'armée a participé. Toute. Tous les militaires d'actifs de cette époque ont pris part à la guerre anti-subversive. Est-ce que les Français vous ont enseigné la technique de la gégène? On ne peut pas dire qu'ils nous l'aient enseigné. Ils nous ont expliqué à quoi ça servait. Et puis nous avons adapté la technique au fur et à mesure de la lutte. C'est une méthode que nous connaissions d'ailleurs déjà un peu dans la police nationale et fédérale. Comment voulez-vous obtenir des renseignements si vous ne secouez pas, si vous ne torturez pas? D'ailleurs, à propos des disparus, disons qu'il y en a eu 7000. Je ne crois pas qu'il y en ait eu 7000. Mais bon, que vouliez-vous que nous fassions? Vous croyez qu'on pouvait fusiller 7000 personnes? Si on en avait fusillé 3, le pape nous serait tombé dessus, comme il a fait avec Franco. Le monde entier nous serait tombé dessus. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Les mettre en prison? Et puis, dès qu'arrive un gouvernement constitutionnel, ils sont libérés. Et ils recommencent. C'est une guerre interne. C'est pas une guerre contre un ennemi de l'autre côté de la frontière. Ils sont prêts à reprendre les armes pour tuer à la première occasion. C'est une réalité et ce fut peut-être une erreur. Ça n'a rien à voir avec les disparus d'Algérie. C'était un autre pays. Une fois qu'il a été libéré, les Français sont rentrés chez eux. Tandis qu'ici, chaque disparu avait un père, un frère, un oncle ou un grand-père. Ici, la guerre a été très efficace. En 3 ans, la subversion a été anéantie. D'après les organisations des droits de l'homme, 30 000 personnes ont disparu en Argentine de 1976 à 1982. Voici l'un des hauts lieux de la répression. L'ESMA, l'école mécanique de la marine. C'est ici que l'amiral Massera, l'un des chefs de la junte, installa une véritable usine de la mort où disparurent au moins 4000 personnes. On sait aujourd'hui que la plupart furent jetées vivantes à la mer après avoir été torturées. C'étaient les vols de la mort, appelés pudiquement des transferts, les crevettes Bijard érigées en système, ainsi que le raconte un rescapé de l'ESMA. Les vols de la mort étaient organisés chaque semaine? Ça dépendait de la quantité de prisonniers qu'il y avait dans le camp de concentration, dont la capacité maximale était d'environ 100 personnes. Quand la limite était atteinte, ils accéléraient les transferts. Normalement, il y avait un transfert tous les mercredis, mais parfois ils organisaient 2 avions par semaine. Étudiant en sociologie, Juan fut kidnappé, sauvagement torturé, puis maintenu prisonnier à l'ESMA pendant 2 ans. Quant à sa femme, elle fait partie des disparus de l'école mécanique de la marine, où régnait en maître absolu le capitaine Acosta, alias El Tigre. Acosta était le chef de renseignement de l'ESMA, une espèce de fou qui vivait 24 heures sur 24 sur place. Il était complètement obsédé par la gestion de ses officiers et l'administration du camp de concentration. Il disait régulièrement que son surnom El Tigre lui avait été donné par son maître français qu'il avait formé dans la guerre anti-subversive. Aujourd'hui, Acosta est en détention provisoire. Il est accusé d'avoir volé les bébés des femmes qu'il torturait à mort. Impossible de l'interviewer en prison, la marine a refusé. Dommage. C'était l'occasion de l'interroger sur la disparition de 2 religieuses françaises, Alice Daumont et Léonie Duquet, qui furent kidnappées en 1977. L'affaire avait provoqué une vive émotion en France. C'est en recherchant des témoins que la piste française repart. Rosario Cerruti est une mère de disparus qui militait à l'association des mères de la place de Mai.
Le 8 décembre 1977, une réunion se tient dans l'église Santa Cruz de Buenos Aires quand débarque un commando de l'ESMA. 11 personnes sont enlevées, dont la religieuse Alice Domon. Par miracle, Rosario échappe à la rafle.